Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va faire la première encyclopédie de l'histoire de la Formule 1. On va revenir sur une équipe au destin éphémère, elle n'est pas restée longtemps en Formule 1 mais je pense qu'elle a marqué les fans français. Cette fameuse époque TF1, Christophe Malbranck, Jacques Lafitte, Jean-Louis Moncé, avec Franck Montagny à une époque dans les stands, enfin vous vous souvenez très bien de cette époque. On va parler de la seule équipe 100% japonaise de l'histoire de la Formule 1, c'est Super Aguri. Alors dans cette vidéo, on verra comment l'histoire a débuté de manière totalement étonnante. On verra également l'histoire des châssis clients, toujours d'actualité. Aujourd'hui en Formule 1, on en reparle de plus en plus avec la crise sur le coronavirus, donc on en parlera un petit peu dans cette vidéo. Et puis on parlera d'un pilote français qui a fait ses débuts dans cette catégorie en Formule 1 avec cette équipe japonaise. Mais je n'en dis pas plus, tout de suite, les débuts de Super Aguri. Le début de cette équipe, il est totalement différent de toutes les autres équipes de Formule 1. On n'a jamais vu ça, en fait, de l'histoire de la Formule 1. Et pour parler des débuts de Super Aguri, on est obligé de revenir sur la carrière de Takuma Sato, parce que Takuma Sato et Super Aguri sont intimement liés et leur histoire est liée en grande partie. On parlera également de Takuma Sato, je pense que je ferai une vidéo complète également un jour sur Takuma Sato, mais bien plus tard. Mais là, on est obligé d'en parler quand même. On va essayer de résumer en compressé sa carrière. Alors Takuma Sato, c'est un pilote japonais très vite soutenu par Honda parce qu'il a remporté le volant Honda. Volant Honda, c'était un petit peu comme la Formule Campus en France ou la F4 allemande. C'était des voitures, petites voitures, construites par Honda avec un moteur Honda et le vainqueur normalement était soutenu par Mugen au Japon en Formula Nippon. Et Mugen, c'est un petit peu Honda parce qu'il faut savoir que le patron de Mugen, c'est le fils du patron de Honda, enfin surtout dans les années 90. Il gravit les échelons très rapidement, arrive en F3 britannique toujours avec Mugen en 2001, champion de F3 britannique. Il remporte également Macao la même année. En 2001, il devance même son équipier Anthony Davidson. Et en 2002, il arrive en F1. Vous vous dites comment il peut arriver aussi rapidement en Formule 1 malgré le fait qu'il ait fait que de la F3. C'est une époque un peu difficile pour accéder à la Formule 1. Il y a la F3000 qui est normalement l'antichambre de la Formule 1, mais qui est décrédibilisée de plus en plus au fil des années et ce qui donnera sa mort en 2004. On verra également avec Sébastien Bourdet qui n'a jamais réussi à accéder à la Formule 1 rapidement. Malgré son titre en F3000, Thomas Enge qui n'a jamais été en Formule 1 ou d'autres pilotes qui ont eu beaucoup de difficultés en passant par la F3000. Vous aviez les World Series by Nissan. Fernando Alonso par exemple s'est imposé dans les World Series by Nissan. Donc était une autre catégorie assez intéressante. Je crois que Marc Genet également est passé par les World Series by Nissan. Il y avait la F3 où il y a eu Kimi Raikkonen par exemple qui est passé par la F3 également. La F3 britannique, il y avait la Formula Nippon avec Ralph Fierman qui permettait encore de sortir quelques pilotes, même si c'était de plus en plus difficile. Donc voilà, il y avait différents moyens d'accéder à la Formule 1. Et c'est pour ça qu'en remportant le titre en F3 britannique plus Macao, grosso modo, c'était direction Formule 1. Chez Jordan, première année extrêmement difficile, crash en Autriche avec Nick Heidfeld par exemple, on s'en souvient très bien. Il arrive au Grand Prix du Japon, Grand Prix national, dernière manche de la saison 2002. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'il nous ait énormément ébloui par son pilotage, plutôt par des actions un petit peu kamikazes de sa part, mais rarement par du très très bon pilotage. Et pourtant, il va faire un week-end parfait, excellente qualification, et en course, il va finir sixième, il marque son premier point. Autant vous dire qu'à domicile, et ce n'était pas arrivé depuis très très longtemps qu'un pilote japonais soit performant, il devient assez vite un personnage connu. En 2003, grâce à ses performances au Grand Prix du Japon, ça s'est vraiment joué au Grand Prix du Japon, il devient pilote essayeur bar en devançant Anthony Davidson, son ancien équipier chez Mugen, et on en parlera encore dans la suite de la vidéo. Anthony Davidson qui pourtant avait fait 2 Grands Prix chez
Minardi en remplacement d'Alex Youn qui avait été mis à pied, mais il n'avait pas été ultra performant. En 2003, saison extrêmement difficile pour Barre, c'est un changement un petit peu d'air. La période Craig Pollock, Jacques Villeneuve est en train de se terminer. Vous avez en même temps la période ProDrive qui commence avec David Richards, qui commence à mettre son emprise dans l'équipe et qui essaye vraiment d'instaurer des pilotes britanniques dans l'équipe, enfin d'avoir une équipe un peu plus britannique que japonaise jusqu'à maintenant. Et puis on sait que David Richards est assez proche de Jenson Button qui est le deuxième pilote, et Villeneuve ne fait aucun bon résultat et il est viré avant la dernière course de la saison. Et on retourne au Japon en 2004 et là la seule solution c'est de prendre Takuma Sato. L'année d'avant, il n'avait pas fini 6ème, pardon, j'ai dit une erreur, il avait fini 5ème. Et bien là, nouveau week-end de très bonne facture, avec un vrai soutien des supporters pendant tout le week-end, et il finit 6ème. Et là, il devient une véritable star au Japon. Barre, comme l'équipe Barre va continuer à être soutenue par Honda, Barre l'embauche. Très bonne première saison pour l'équipe avec Sato et Jenson Button. Jenson Button finit très bien au classement du championnat du monde, je crois vice-champion du monde ou 3ème, je ne sais plus. En 2004, j'ai oublié de vérifier. Et puis Takuma Sato également fait une très très bonne saison. L'équipe est vice-championne du monde des constructeurs en ayant fait une très très bonne saison. Et surtout en ayant fait une saison beaucoup plus complète que Renault, qui avait bien débuté mais qui a du mal à finir, surtout avec un Arnaud Trulli qui est en difficulté dans l'équipe et qui partira chez Toyota en 2005. Premier podium aux États-Unis en deuxième partie de saison. Il est quand même, Takuma Sato, dominé par Jenson Button pendant une grande partie de la saison. C'est un pilote intéressant, mais on sent que Button est peut-être un futur champion du monde. Takuma Sato, c'est peut-être un cran en dessous. Ça reste un très bon pilote pour l'époque. 2005, très difficile. Il devient un pilote kamikaze, c'est-à-dire que sur certains Grands Prix en 2005, on essayait de savoir si c'était lui ou Montoya qui allait abandonner en premier. En 2006, normalement Button doit partir chez Williams. Honda donc doit trouver un deuxième pilote pour épauler Takuma Sato. Il décide de recruter Barrichello assez tôt dans la saison. Barrichello, il en a marre d'être le faire-valoir de Michael Schumacher. La saison 2005 chez Ferrari a été assez difficile. Il veut être le leader dans une équipe qui grimpe, surtout que Honda laisse sa place à Honda, vu que la législation au niveau des vendeurs de tabac en Formule 1 devient de moins en moins intéressante. Il devient de plus en plus difficile pour une marque de tabac de devenir partenaire d'une équipe de Formule 1, vu que sur la moitié des Grands Prix, grosso modo, vous n'avez plus le droit d'être affiché de manière explicite. Honda prend Barrichello. Le problème, c'est que Button, qui doit partir chez Williams, comprend sur le tard que Williams, en fait, ce n'est plus du tout le Williams BMW de 2003, de 2002, équipe très performante qui pouvait battre plusieurs fois dans la saison Ferrari. C'est un Williams qui est en train de devenir une petite équipe. Déjà en 2005, BMW Williams, l'entente n'est vraiment plus bonne. De pilotes pas excellents à l'époque sont mis dans les voitures. Nick Heidfeld et Mark Webber, la saison n'est vraiment pas bonne pour BMW qui est vraiment assez loin dans le classement. Et surtout, Williams perd le contrat moteur avec BMW qui va vers Sauber. Et en fait, il s'aperçoit qu'il va avoir un moteur Cosworth très mauvais. Et donc, il casse son contrat avec Williams. Et Honda le reprend, enfin est obligé de le reprendre, vu que techniquement, le contrat avec Williams n'existe plus. Et c'est-à-dire que Honda se retrouve avec 3 pilotes pour 2 voitures. Le pilote le moins expérimenté et qui a fait la moins bonne saison en 2005 face à Button est éliminé. C'est Takuma Sato. Sauf qu'il y a une bronca au Japon sur cette affaire-là. Au salon de Tokyo, vous avez des clients Honda qui ne veulent plus acheter de voitures. Et donc, les patrons d'Honda se disent « On a peut-être fait une bêtise quand même dans ce... » Le fait de virer Sato, c'était peut-être vraiment pas une bonne idée. Et on va peut-être s'en mordre les doigts. Le constructeur japonais doit trouver une solution, surtout que l'adversaire en Formule 1, Toyota, a fait une proposition pour le recruter. Alors Honda, ils sont malins, ils se disent, quelle est la solution ? On a 3 pilotes, et ben on va créer une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe qui sera 100% japonaise. Comme ça nous permet en plus d'accumuler énormément d'informations sur notre moteur,
ce que fait par exemple Ferrari à l'époque, ce que va bientôt faire Toyota l'année d'après avec Williams, mais l'idée était d'accumuler un maximum d'informations pour améliorer le moteur. Et puis surtout, ça veut dire plus de poids pour les accords Concorde, parce que 2 voies grosso modo, donc c'est vraiment tout bénéfice, tout bénéf pour Honda. Par contre, il faut trouver un manager. La direction hésite entre Satoru Nakajima, qui a piloté chez Lotus à l'époque où Honda faisait le moteur de Lotus, à l'époque des moteurs turbo, et Aguri Suzuki, qui lui a piloté chez Tyrrell, qui est surtout le seul japonais à être monté sur un podium en Formule 1, et en plus c'était à Suzuka, donc une grosse star, Suzuki au Japon. Deuxième problème en plus, c'est que Nakajima a un pilote, Kazuki, qui est soutenu par Toyota. Autant dire qu'on ne va pas aider l'adversaire et qu'on n'a pas envie d'aider quelqu'un qui collabore un petit peu avec Toyota. Donc Aguri Suzuki récupère l'équipe. Alors la préparation, c'est un magnifique millefeuille parce que tout se fait extrêmement tardivement. L'équipe a peu de temps, peu d'argent. Et surtout, on ne lui facilite pas la tâche, c'est-à-dire qu'au départ, elle veut récupérer le châssis Bar de l'année 2005 sans faire de modification, sans même le construire, sauf que c'est interdit par le règlement de la FIA, et les autres équipes comme Williams font bien savoir, ou Midland font bien savoir à Aguri Suzuki qu'on ne l'aidera pas et qu'on ne modifiera pas le règlement pour l'aider. Alors Super Aguri est obligé d'acheter une usine pour construire sa monoplace. Il rachète l'usine Arons qui avait fait faillite en 2002 après une vingtaine d'années en Formule 1. L'idée, c'est de prendre un moteur Honda. Le châssis Bar ne peut pas être pris. Heureusement, d'anciens châssis de Formule 1 sont disponibles. L'ancien patron de Minardi, Paul Stoddart, qui vient de revendre son équipe et qui veut revendre, on va dire, tous ses actifs en Formule 1, a racheté des vieux châssis à Arons. Quand l'équipe britannique a fait faillite, l'objectif de Minardi était de faire une nouvelle voiture avec ces châssis-là en mettant peu d'investissement sur la table pour améliorer la voiture. Vu qu'il y avait déjà une voiture, on savait qu'elle était plutôt fiable. Le problème, c'est qu'il s'aperçoit que c'est une très mauvaise idée, que l'Arons est peu rapide, et donc il ne les a jamais utilisés pour Minardi. Donc il décide de les vendre à Aguri Suzuki, pas très cher. Le problème, c'est que cette voiture, elle n'a pas été conçue en 2002, mais en 2001, parce que Arons n'avait fait qu'une légère évolution de cette voiture en 2002, vu qu'il n'avait déjà pas beaucoup d'argent lors de l'intersaison 2002. Elle a été conçue en 2001 pour les moteurs V10. Or, en 2006, c'est la première année des V6 en Formule 1, des fameux des V8 de Ligue 4. Un moteur V8 plus petit, qui entraîne plus de vibrations. Et le problème, c'est que la voiture est conçue pas en V10, c'est-à-dire qu'il faut réussir à combler la place laissée vacante par les 2 cylindres en moins. Ce n'est pas facile, ils trouveront une solution avec des petits assauts en carbone. Mais le problème, c'est que le centre de gravité de cette voiture est extrêmement haut avec le moteur V8 et puis l'aéro est dépassé, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Par rapport à la McLaren de 2006, vous avez un nez extrêmement haut. Les pontons sont sans dashboard, donc c'est très très lisse. On canalise pas du tout le flux d'air, ça manque beaucoup d'ailettes sur le capot moteur. Donc la voiture est en fait assez âgée, elle n'est pas très rapide. Il faut aussi un deuxième pilote pour épauler Takuma Sato. Pour une équipe 100% japonaise, on fait confiance à un pilote 100% japonais. On va prendre Yuji Ide, inconnu en Europe, très clairement. Il ne connaît même pas la plupart des circuits européens, mais il est vice-champion de Formula Nippon en 2005, donc l'année précédente, et puis il est soutenu par un gros sponsor, ce qui est Mobilcast, qui va mettre 7 millions d'euros sur la table, quand le budget de l'équipe n'est même pas de 80 millions d'euros. Autant vous dire que c'est un budget important. Et puis vous avez un pilote d'essai qui est français, c'est Franck Montagny, pilote d'expérience. C'est surtout un rôle honorifique pour Franck Montagny qui avait ce poste chez Renault en 2004 et 2005 parce qu'il n'y a pas de troisième voiture en début de saison et comme l'équipe a peu de moyens,
les roulages en essai privé seront extrêmement limités pour Franck Montagny. Peut-être quelques séances du vendredi pour le pilote français, car à l'époque, le troisième pilote avait le droit de rouler le vendredi matin dans la voiture lors d'un Grand Prix. Alors, une voiture mauvaise en 2002 ne devient pas un foudre de guerre en 2006. C'est le cas avec la SA 05. C'est son nom qui est en fait la même voiture et qui en plus est mal utilisée par Yuji Ide, qui aura une carrière météorique en Formule 1. On pourrait l'appeler un petit peu boule de flipper, parce qu'il est viré après le 4e Grand Prix, tellement il a fait d'accidents lors de sa saison. Et puis il y aura une interview absolument incroyable, je crois que c'est lors du Grand Prix d'Australie, où il se qualifie à 9 secondes du pilote de tête, où il dit « Ouais, ça s'est plutôt bien passé ». Heureusement qu'il n'y avait pas la règle des 107%, sinon il ne se serait même pas qualifié. Il est viré après le 4e Grand Prix à Imola suite à un accrochage à la chicane de la Tamburello avec Christian Albers, qui va faire des tonneaux assez violents à cause de son inexpérience. Alors, il n'est pas vraiment viré au départ Yuji Ide, mais en fait, au fur et à mesure de la saison, on va lui supprimer sa super licence, et puis surtout, on dit à Aguri Suzuki, le team manager, c'est Bernie Ecclestone, qu'il ne doit pas le remettre dans une voiture de Formule 1. Alors, Aguri Suzuki, il faut qu'il trouve un nouveau pilote. Honda propose un pilote, il n'est pas convaincu. Et il se dit, autant prendre mon troisième pilote, Franck Montagny. Et c'est comme ça que Franck Montagny arrive en Formule 1. C'est grâce au fait que Yuji Ide était vraiment peu performant. Alors, cette décision s'est faite au tout dernier moment. Le mercredi, quand Franck Montagny arrive sur le circuit, il pense qu'il va faire les essais du vendredi matin au Nürburgring. Et puis, en fait, on lui dit qu'il va faire le Grand Prix, il en fera 7, devançant à Manicourt Takuma Sato en qualification et en course. Et oui, devant ce pilote numéro 1, alors qu'il avait une voiture un peu plus lourde que Takuma Sato, parce que l'équipe n'arrivait pas à mettre en place les évolutions sur les deux voitures, c'est-à-dire qu'il avait 15-20 kg au-delà du poids réglementaire, ce qui est énorme en Formule 1. Il est remplacé après cette Grand Prix en Allemagne par Yamamoto. Pourquoi les sponsors veulent un duo 100% japonais, et Franck Montagny est français, ce qui n'est pas un avantage à l'époque en Formule 1. Au même moment, une évolution de la voiture arrive en Allemagne, mais elle ne permet pas à l'équipe de marquer des points. Cette évolution devait arriver beaucoup plus tôt, mais l'équipe a eu une panne d'aéro, une panne de soufflerie, donc ils n'ont pas pu la mettre en place plus tôt. Yamamoto est moins performant que Franck Montagny. Surtout, il est moins fiable. Le meilleur résultat de la saison se déroule au Brésil avec la 10e place de Takuma Sato. Première année 2006 intéressante, avec une équipe en constante progression. Un seul point noir quand même, une seule ombre au tableau, comme on dirait. Eh bien, Aguri Suzuki s'aperçoit qu'un duo de pilotes 100% japonais en 2007 ne pourra jamais être compétitif en Formule 1, car la Formule 1 Nippon n'est pas assez performante et qu'il manque vraiment qu'on n'aide pas assez les pilotes japonais pour aller en GP2 à l'époque ou en F3 Euro Series. Il faut donc chercher un pilote étranger pour épauler Sato en 2007. Saison 2007, qui doit permettre à l'équipe de progresser dans la hiérarchie du championnat du monde. Pourtant, l'intersaison débute extrêmement mal. L'équipe se voit refuser l'utilisation du châssis Honda 2006. Pourtant, elle avait demandé une requête auprès de la FIA, mais qui sera refusée par des équipes comme Newland ou Frank Williams. Et pourtant, il faut l'unanimité des équipes pour que ces requêtes soient acceptées. Alors, le constructeur japonais Honda a quand même des ressources pour refiler son ancien châssis. En fait, l'entreprise va contourner la réglementation de manière assez intelligente. Honda va revendre la propriété intellectuelle de sa voiture, qui est obligatoire pour pouvoir la concevoir, à une entreprise qui va ensuite la revendre à Aguri Suzuki. Au final, Honda ne vend pas directement sa propriété intellectuelle, donc on ne peut pas dire que Honda a donné sa voiture à Super Aguri. Au final, c'est la même chose. Super Aguri a une voiture de qualité, car elle a été en pole position sur un Grand Prix, surtout qu'elle a remporté la course en Hongrie avec Jenson Button. Malgré tout,
ce n'est pas si facile pour Super Aguri qui va échouer à passer le crash test, ce qui va mettre fin un petit peu aux polémiques parce que la voiture est légèrement différente de la Honda de 2006, surtout au niveau de la face avant. C'est-à-dire que l'aileron avant est vraiment différent. On n'a plus le droit au mass dumper, vous savez, ces petites ailettes qu'on mettait sur l'aileron avant. Maintenant, il faut qu'elles soient attachées au capot avant. Et c'est la grande différence entre la barre Honda de 2005 et la barre Honda de 2006, enfin la Honda de 2006, pardon, et la Super Aguri de 2007. Anthony Davidson rejoint Sato. Faut savoir qu'Anthony Davidson était pilote essayeur Honda. Il connaît le moteur, le châssis parfaitement. Mais c'est quand même un pilote inexpérimenté parce qu'il n'a participé qu'à 3 Grands Prix dans sa carrière, 2 pour Minardi et 1 pour Honda. Mais surtout, il n'a fini aucune de ses courses. La dernière fois qu'il a été dans une voiture de F1 chez Honda, il a roulé 2 tours lors du Grand Prix. Ensuite, il a eu des soucis moteurs. Malgré tous ces problèmes lors de l'intersaison, le début de l'année est plutôt bon. En Australie, des voitures partent 10e et 11e. Elles se qualifient même régulièrement en Q2 pendant toute cette première moitié de saison. Seul coup d'arrêt à Bahreïn avec un double abandon sur casse moteur. On arrive à Barcelone, Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Catalunya. Et là, les voitures sont encore en Q2, circuit qui est utilisé lors de l'intersaison pour les essais de pré-saison. Les 2 voitures sont encore en Q2 à Barcelone et en course. Sato, qui est parti 13e, va réussir à marquer le premier point de l'équipe lors de cette manche. Super Aguri à Barcelone devance même au classement la grande sœur, Honda. Autant vous dire que chez Honda, on fait un petit peu grise mine. Au Canada, Sato fait encore mieux avec une 6e place lors d'un Grand Prix complètement fou avec l'accident de Robert Kubica pour ceux qui s'en souviennent et également Felipe Massa qui est disqualifié notamment. Malgré de bons résultats, l'équipe est en difficulté. Déjà dans les coulisses, Honda voit d'un mauvais œil le fait que Super Aguri domine l'équipe au classement. Autant vous dire que ça fait un petit peu mauvais genre. Et puis également en difficulté financière. À cause de SS Limited, un sponsor important, c'est une entreprise basée à Hong Kong dans le domaine du pétrole. Normalement, c'est une entreprise qui doit payer le fait d'être sponsor sur l'aileron arrière. Un emplacement très important en Formule 1 qui coûte de très grandes sommes d'argent. Mais en fait, ce sponsor fait une Mamadov. Vous vous souvenez, c'est financier de l'équipe de Lance. L'équipe n'a pas d'argent en fait de sa part. Elle est obligée de se séparer d'une 30aine de personnes après vers la mi-saison. La voiture devient moins performante. Elle n'évolue absolument pas entre le Canada et la fin de saison. Alors la voiture est fiable, bien entendu. Le moteur Honda a toujours été reconnu pour sa fiabilité, mais elle ne rentre plus dans les points. Lors de la deuxième partie de saison, le meilleur résultat est une 12e place seulement, alors que Takuma Sato avait réussi à être 6e au Grand Prix du Canada. Dans les coulisses, ça s'active également, car Honda ne veut plus aider foncièrement Aguri Suzuki en mettant de l'argent dans l'équipe. Donc il doit trouver un repreneur. Il contacte Campos, l'équipe de GP2, il contacte Tony Teixeira, qui arrivera en F1 bien plus tard avec Sergio Perez, ou encore Vijay Mallya, qui rachètera Midland pour en faire Force India. Aucune solution n'est trouvée avec ces 3 repreneurs. Les discussions sont assez rapidement arrêtées. Il y a un repreneur qui semble un peu plus intéressant, c'est Lakshmi Mittal. Très connu bien entendu, l'un des leaders sur tout ce qui est métaux, tout ce qui est fonderie dans le monde. L'Indien veut bien racheter l'équipe. Seulement, Sinarain Karthikeyan, pilote Jordan, il y a quelques années auparavant, pilote sa voiture et Honda s'y oppose fermement. Alors cette saison 2007, elle est intéressante. Sur le plan sportif, c'est la meilleure de l'équipe avec 4 points marqués. On a quand même plusieurs points noirs qui ternissent le tableau. Davidson, qui a été totalement dominé par Takuma Sato.
En fait, il n'a pas été beaucoup plus performant qu'Yamamoto, tout le temps devancé en qualification. Deuxièmement, malgré un bon châssis, l'équipe n'a pas été performante à partir de la mi-saison, à cause d'un manque d'évolution qui est dû à un manque d'argent et un manque de personnel. Et puis troisièmement, la survie de l'équipe n'est pas assurée à la fin de la saison 2007 à cause des problèmes financiers, et 2008 s'annonce extrêmement sombre. L'intersaison 2007-2008 est difficile. Tout d'abord, l'équipe est attaquée encore une fois après avoir utilisé un châssis qu'elle n'avait pas conçu. L'ambiance avec l'écurie Honda est de plus en plus tendue. Super Aguri et Aguri Suzuki tiendra des propos dans la presse où il dit qu'il n'a pas besoin d'Honda et qu'il peut être performant avec un autre motoriste qui ne va pas plaire au directoire d'Honda. Et puis Nick Fry, le directeur technique de l'équipe numéro 1, n'a pas apprécié d'être dominé au championnat une grande partie de la saison 2017. Il souhaite avoir plus de moyens et il veut que le constructeur abandonne son aide technique pour aider Honda F1. Les propos dans les propos de Aguri Suzuki, le problème c'est qu'on sent que le manager est un petit peu en tension parce que les comptes sont totalement dans le rouge. SS United n'a pas donné le moins de centimes malgré un espace en termes de sponsoring très important. Et puis il est difficile de trouver un sponsor quand vous savez que vous allez récupérer une mauvaise voiture. Autant la Honda RA06 de l'année 2006 était une excellente voiture qui s'était qualifiée en pole position, qui avait gagné un grand prix avec Jenson Button, autant le châssis Honda de l'année 2007 a été beaucoup plus difficile. Button et Barrichello n'ont pas réussi à s'en sortir avec cette voiture et c'est simplement à 2 courses de la fin que Honda a devancé Super Aguri au classement. Autant vous dire que les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes pour l'équipe. Super Aguri annule une grande partie des essais hivernaux car elle n'a pas de pièces, elle n'a pas payé les sous-traitants. Et puis, pour faire ses essais hivernaux, elle est obligée d'utiliser des pilotes payants, des pilotes sans expérience, ce qui n'est pas vraiment l'idéal pour mettre au point une voiture. La seule bonne nouvelle, c'est que les 2 pilotes sont conservés, Sato et Davidson. Alors en Australie, la voiture n'est pas performante, mais Sato finit la course. En Malaisie, à Bahreïn, les voitures se qualifient extrêmement loin, mais elles finissent la course qui n'était même pas prévue en début de saison par Aguri Suzuki qui pensait que les voitures abandonneraient au bout d'une dizaine de tours. Espoir en plus, Mania Group qui doit racheter l'équipe, mais elle retire son offre au dernier moment et ça c'est le champ du signe pour l'équipe Super Aguri qui arrive à Barcelone dans l'espoir de convaincre un nouvel investisseur, et Bernie Ecclestone va tout faire pour l'aider, pour conserver beaucoup de voitures sur la grille de départ. Il va payer les créanciers pour la course. Davidson abandonne, Sato finit 13e, mais ça sera la dernière course de l'équipe. Le 6 mai, Aguri Suzuki annonce la fin d'aventure. En fait, tout découle d'une mésaventure en Turquie où Nick Fry, le directeur technique de Honda, va bloquer les camions de l'équipe qui ne pourront pas se rendre sur le circuit. Alors Honda termine la saison, mais le 5 décembre, le constructeur, à cause de la crise de 2008, se retire de la compétition. Ross Brawn rachète l'équipe et il devient champion du monde des pilotes avec Jenson Button. Et je pense que dans l'histoire de Brawn Grand Prix, qu'on verra un jour, dont on parlera, il y a un peu de Super Aguri dans cette histoire avec le petit poussé, mais qui là sera ultra performant. Alors pourquoi j'ai voulu vous parler de cette histoire de Super Aguri? Pour plusieurs raisons. Pour moi déjà c'est le petit poussé qui tente de manger un petit peu le pactole des gros et qui à la fin se fait manger par les gros. Au départ, Honda pensait que Super Aguri allait l'aider et puis au final ça a été un lourd fardeau pour Honda qui n'arrivait plus à sponsoriser sa voiture car les sponsors japonais allaient chez Super Aguri qui avait 2 pilotes japonais, qui avait également en fait pas assez de moyens pour soutenir une deuxième équipe. Et on le saura bien après qu'en 2008 déjà Honda n'avait plus beaucoup d'argent dans l'équipe F1. Et puis c'est le petit mangé par les gros parce que ça soit Frank Williams, que ça soit Midland, mais d'autres équipes
n'ont jamais vu ont vu d'un mauvais œil, l'arrivée de ce petit constructeur japonais qui voulait prendre le pactole récupéré par les gros en prenant la 10e place du championnat des constructeurs et en prenant une dizaine ou une vingtaine de millions d'euros. C'est également un sujet intéressant, c'est les châssis clients. Je vous en ai parlé en tout début de vidéo, qui est un sujet qui est remis sur le devant de la table depuis quelques temps. Pourquoi c'est un sujet intéressant, les châssis clients? Parce que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement et on s'aperçoit quand même avec Super Aguri que c'est bien d'avoir des châssis clients, mais il faut quand même avoir une équipe technique qui suive derrière, parce que si vous n'avez pas l'équipe technique qui suit derrière, vous ne pouvez pas faire évoluer votre voiture. Et donc foncièrement, à un moment, votre voiture devient mauvaise. Et on s'aperçoit que le châssis client, c'est bien pour sauver une équipe, mais ça ne permet pas de sauver très longtemps une équipe, parce qu'au bout d'un moment, il faut trouver des solutions, des évolutions pour une voiture pour qu'elle devienne performante, et ça devient donc extrêmement difficile dans ce genre de cas. Entêtement également, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est l'entêtement du 100% japonais. Un peu comme l'IG qui à une époque voulait être 100% français totalement et qui s'est entêté un petit peu là-dedans et qui s'est écroulé complètement. C'était un peu pareil, ou Prost également Grand Prix qui voulait être 100% français avec des sponsors français, tout français, mais qui s'est aperçu en fait que ce n'était plus possible en Formule 1 aujourd'hui. Aujourd'hui, la F1 s'est mondialisée et c'est très compliqué d'avoir une seule nationalité dans une équipe. Et ça me fait penser à Ferrari qui veut être 100% italien depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible tout simplement d'être 100% une nation. Il faut mélanger les nationalités dans une équipe, et l'entêtement du 100% japonais, je pense à un moment, aurait tué Super Aguri un peu plus tard. Et puis, c'est une histoire intéressante parce que la création de l'équipe qui est totalement rocambolesque avec l'utilisation d'un châssis vieux de 4-5 ans, l'histoire avec Takuma Sato, c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être plus aujourd'hui en Formule 1, mais qui est unique de toute manière en Formule 1 dans l'histoire. Un pilote comme ça qui réussit à faire modifier, à faire changer une décision d'un grand constructeur comme Honda, ce n'est jamais arrivé à part Takuma Sato, et il faut s'en féliciter. C'est un peu, c'est une histoire qui est absolument extraordinaire, une sorte de conte de fées qui sera pour moi validé avec Braun Grand Prix, qui là aussi sera également un conte de fées. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao!